Bonjour à tous. Bon, on va attendre que les derniers se connectent, terminent le repas, prennent un café pour démarrer ce petit webinaire aujourd'hui dédié au secteur de la tech pure. Hop, on va attendre encore quelques temps. Je vois qu'il y a déjà des gens là qui sont là. Bonjour aux personnes qui sont déjà avec nous. Ça fait plaisir de vous voir, de vous rencontrer pour certains, de vous revoir pour d'autres. Euh, on va pouvoir, je pense qu'on va pouvoir attaquer. On va pouvoir démarrer ce webinaire IA donc qui est proposé, organisé donc par le CRIM en partenariat donc avec Prompt et Ivado. Moi, je m'appelle Léo Tardy, je suis conseiller affaires au CRIM et nous allons passer un peu moins d'une heure ensemble. Pendant cette heure, on va aborder différents sujets, donc comment l'IA peut aborder de la valeur pour votre structure. On va avoir des conseils pratiques, on va avoir des études de cas, on va voir effectivement des entreprises qui, au travers d'un parcours, ont pu utiliser l'IA comme facteur de retour sur investissement. On va avoir la chance d'avoir avec nous Prompt, qui va nous parler effectivement de différents programmes de financement qui peuvent s'appliquer à votre structure. On va avoir Ivado qui va nous parler des mécanismes d'évaluation de projet pour le programme du partenariat du 15 avril. Vous êtes malheureusement en mute, vous n'aurez pas la possibilité de parler. En revanche, vous aurez la possibilité d'écrire ici dans le chat pour communiquer, converser avec vous. On aura un temps qui sera dédié à la fin du webinaire pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on est accompagné de deux personnes. Donc, Ghislain Nadeau de Prompt. Ghislain, si tu veux dire un petit mot pour te présenter. Bonjour à tous. Beaucoup ont reçu une invitation de ma part là, suite à votre relation d'affaires avec Prompt dans les dernières années. Donc, quand on parle de PureTech, on parle vraiment des entreprises de développement de logiciels ou d'édition de logiciels qui accompagnent les entreprises. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Ghislain et également accompagné donc de Stéphane Carpentier de Ivado. Bonjour. Donc, Stéphane Carpentier, moi, je suis stratège en gestion d'innovation chez Ivado. Donc, on vient compléter justement les RSRI et les centres de recherche comme le CRIM au niveau de montage de projets, notamment sur les questions maillage, stratégie, etc. Merci. Merci Stéphane. Écoutez, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer donc par une présentation des organisations. On va parler ensuite de différents programmes de financement. Stéphane reviendra donc sur les 7 points incontournables pour le succès d'un projet partenariat. On verra deux cas d'usage qui pourraient correspondre effectivement à ce que vous attendez, je pense, en termes de projets en intelligence artificielle. Et on verra une roadmap, les prochaines étapes pour passer de l'idée à l'action. Donc avant toute chose, je voulais remettre en avant ici quels étaient les différents organismes, qu'il y a beaucoup d'acronymes, beaucoup de lettres entre le CRIM, Ivado, Prompt, le MEIE. L'idée effectivement c'est de revoir qui est qui, donc le CRIM, donc Centre de recherche informatique de Montréal. On est là aujourd'hui pour organiser le webinaire en intelligence artificielle et on va être capable de vous accompagner en tant qu'entreprise sur deux programmes dont on reparlera un peu plus tard, Numeria et Activation IA. À la suite de ça, effectivement, vous êtes en relation avec des partenaires, je dirais, qui vont vous accompagner dans vos demandes de subventions gouvernementales pour vos projets en intelligence artificielle. Je parle évidemment des RSRI, dont Prompt aujourd'hui. Et Ivado va être là aussi pour fédérer et accompagner le réseau des RSRI dans le cadre de l'appel à projet du partenariat. Le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie va être là pour faire l'évaluation finale des dossiers et de s'occuper du financement du projet. Et ensuite, vous nous retrouvez, le CRIM, pour être là pour réaliser vos différents projets en intelligence artificielle. Donc le CRIM, qui sommes-nous? Le CRIM, on est une organisation, on est un centre de recherche publique sous statut OBNL qui existe depuis plus de 40 ans, qui fête ses 40 ans d'ailleurs cette année, là en 2025. Et qui a pour but de vous accompagner à travers donc l'accompagnement scientifique, technologie, la recherche et le développement et le transfert de connaissances. On développe des projets sur mesure
qui vont être là, qui vont être élaborés en fonction des besoins des organisations. Et notre but, c'est de vous aider, de vous accompagner, donc pour réduire les incertitudes liées à l'innovation et accélérer la mise en marché d'un produit. On est soutenu en bonne partie, effectivement, à 50% par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. C'est notre principal partenaire financier de fonctionnement. Et notre mandat, qui nous a été délivré par le MEIE, c'est d'optimiser la productivité et la compétitivité des entreprises, des organisations et des industries en vous apportant des résultats tangibles et mesurables. On a 3 pôles d'excellence, donc sciences de données, l'intelligence artificielle qui va se décomposer sous le chapeau de la parole, du texte, traitement de texte, traitement automatique des langues naturelles, et de la vision autour des enjeux effectivement industriels, des enjeux robotiques et des enjeux de traitement de l'image. Et pour couronner ça, on va avoir une équipe qui va être spécialisée dans le développement logiciel, dans l'innovation, et qui va s'assurer effectivement du bon fonctionnement dans des infrastructures réelles. Le crime, c'est 70 personnes. Il y a une soixantaine de personnes qui travaillent à la R&D, donc sur ces 3 pôles d'excellence. Et on va être là pour apporter donc 3 grandes typologies de services. De l'accompagnement, donc de l'accompagnement, c'est-à-dire du service conseil pour répondre à des questions techniques en livrant de la connaissance. Donc répondre à des questions techniques appliquées à des besoins métiers. Du développement expérimental, donc c'est-à-dire tester, livrer des solutions pré-industrialisables qui vont d'un TRL 2 jusqu'à 7, et de la recherche appliquée, puisque nous sommes un centre de recherche, donc on va être là pour prendre part à des projets de grande échelle impliquant plusieurs partenaires et pouvant résulter des publications scientifiques. Je vais laisser la parole à Ghislain maintenant qui va pouvoir présenter Prompt. Bon, bonjour. Vous avez vu la nouvelle image de Prompt, là, on garde les mêmes logos. Donc, nous, on est une OBNL qui existe depuis plus de 20 ans. On fait partie du réseau sectoriel de recherche industrielle. Bon, il y a 9 membres qui ont participé à plusieurs de ces webinaires là, en collaboration avec le CRIM et puis Ivado. Donc, Prompt a un portefeuille. Chaque RSRI a des portefeuilles différents d'aide de financement à l'innovation des technologies. Et nous, on est spécialisé dans le numérique. Donc, tout ce qui émet, génère, transmet, capte les données numériques, que ce soit physique ou logiciel, on peut vous aider. Est-ce que tu peux changer la slide? Donc, on va voir comme tel, il y a 2 grandes familles de programmes qu'on va essayer de résumer en simple. Là. Donc, soit qu'on collabore avec des partenaires de centres de recherche là, de niveau collégial jusqu'à postdoc, ou on fait des demandes dans lesquelles, là, à ce moment-là, c'est l'entreprise qui est le porteur ou les entreprises qui sont porteurs des programmes. Donc, dans le cadre des programmes entreprises, vous avez le partenariat, là, donc dans lequel on met 2 entreprises. Donc, une entreprise qui a une expertise secteur avec une entreprise qui a une expertise numérique, logicielle, et ils vont collaborer ensemble comme tel à faire une innovation technologique numérique qui va être par la suite commercialisée. Donc, l'idée là-dedans, le partenaire peut être à 20-80 ou à 50-50. On va, nous, contribuer jusqu'au provincial jusqu'à 35% de la valeur du projet. Donc, on va être partagé entre les 2 partenaires. Et on a des dates à retenir. Donc, il faut avoir un projet déposé avant le 15 avril ou avant le 15 octobre. Donc, si vous avez une feuille blanche ce matin, bien, il y a du travail à faire avant avec des partenaires comme le CRIM et Ivado pour avoir un projet qui a des meilleures chances d'être accepté. Le rôle de Prompt, nous, c'est de monter en qualité, de faire un peu le chien de garde dans vos demandes, puis de dire, ben ça, c'est sous-développé ou ça, c'est surdéveloppé, il y a des angles morts pour avoir le plus haut taux d'approbation possible. Dans le cas d'un partenariat remis au 15 avril, là, il faut penser que vous auriez peut-être un début de projet à l'automne ou plus à l'hiver 2026. Là. Ça, c'est la fenêtre qu'il faut regarder lorsque vous allez avoir un retour et le retour du MEIE pour une approbation. L'argent est au MEIE. Dans le cas d'innovation manufacturière SPEM, qui est un autre modèle de demande entreprise, lui, c'est un modèle différent. Ça fait partie de l'initiative d'offensive de transformation numérique.
Ici, c'est plus une entreprise de secteur qui veut travailler en sous-traitance avec des partenaires de type centre de recherche ou entreprise pour régler un enjeu de productivité à l'interne, sachant que 85% de l'acquisition des technologies logicielles demande du sur-mesure. Donc, pour une entreprise comme une entreprise qui édite des logiciels ou donne des services en pure tech, souvent, vous allez avoir un client qui va acheter un logiciel ou qui vous allez faire ces implantations-là, mais tout le sur-mesure pourrait être financé à l'aide du programme CIPEM. Ou encore, vous avez un groupe d'entreprises, puis vous voyez une opportunité de développer une technologie. Donc, les entreprises technologiques, comme les entreprises manufacturières de ressources naturelles jusqu'à produits finis, la chaîne d'approvisionnement, la logistique, les équipementiers et les entreprises logicielles qui soutiennent tout ce secteur sont admissibles comme bénéficiaires. Là, il y a 2 étapes. La première étape qui est non contournable, qui est une analyse d'affaires qu'on appelle un cahier de charge. Nous, on va rembourser un maximum de 5 000 $. On a développé 60 experts neutres qui vont aller voir, donc ils vont aller mesurer les risques et les retours. Flux de données, code d'usage. On va parler de 3 enjeux précis, l'interopérabilité des systèmes entre les systèmes acquis et les systèmes en place. On va parler de captation de données, valorisation des données, donc des projets d'automatisation de type AI. Ou encore, l'entreprise a déjà un système en place que vous avez bâti avec lui ou qui existe et vous voulez ajouter des fonctionnalités qui n'existent pas. Là, on sort des min-max ou de l'ajustement des logiciels ou de l'implantation, on est vraiment dans le dev complémentaire. Là, le deuxième volet, une fois que ce cahier de charge-là est réalisé, on pourrait être admissible lorsqu'il sera renouvelé à la prochaine enveloppe budgétaire au volet innovation. On parle ici des projets qui pourraient être, une fois cahier de charge fait, puis la demande d'aide financière complétée, on parle encore d'une fenêtre pour l'automne ou l'hiver prochain pour le début de projet. Puis ces projets-là d'innovation devront être terminés en décembre 2027. L'autre slide, s'il vous plaît. Et puis, à la base de toutes les RSRI, on a les programmes d'innovation collaboratrice. Donc, vous, comme entreprise, vous n'avez pas le temps de vous en occuper, vous ne voulez pas dédier une équipe de service clientèle, mais vous voudriez confier à un centre de recherche la rédaction de la demande, la gestion du projet, la faisabilité du projet. Là, on peut travailler avec l'ensemble de collégiales jusqu'à postdoc universitaire à faire un projet qui va répondre à vos besoins de vous, de vos clients. Et puis, à ce moment-là, on peut aller chercher jusqu'à 80% de fonds publics. Donc, ça veut dire que si une entreprise veut mettre 100 000, ça devient un projet de 500 000 de valeur pour le même 100 000 qu'il aurait mis. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On peut aller jusqu'à un maximum de 3 millions de valeur de projet. C'est vraiment, vraiment intéressant comme objectif, mais il faut suivre les capacités. Donc, notre rôle, c'est de trouver les bons partenaires à l'aide. Là, on parle pas juste des projets AI, là, on parle de tout type de technologie numérique, là, dans ce cas-ci, que ce soit forestier, financier, médical, manufacturier, entertainment, excusez l'anglicisme, les jeux vidéo. Donc, tous secteurs sont admissibles dans ces types de projets. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez communiquer directement en dehors du webinaire ou directement ici, si vous voulez. Là. Alain Delachère est un des directeurs de compte et puis moi, je suis directeur du programme spécifique CIPEM, mais je pourrais vous orienter vers les différents programmes disponibles chez Prompt. Merci beaucoup, Ghislain. Donc, un mot, contactez Prompt. Si vous avez des questions de financement et sur les programmes, ils sauront vous renseigner. Je vais laisser la parole à Stéphane maintenant, qui va nous parler des points incontournables donc pour le succès d'un projet partenariat. Oui, merci. En fait, juste peut-être compléter un peu ce que Ghislain disait, puis ce que tu disais justement. La complémentarité est importante entre nos 3 organisations. On est tous liés un peu à l'IA, la transformation numérique, etc. Du côté du rôle dans le partenariat, ce qui est bien à comprendre, c'est que nous, on complète autant le crime que Prompt pour l'angle IA, mais pas l'angle IA terrain. C'est plus le crime qui est le centre de recherche relié à la prestation aujourd'hui. Donc, juste pour clarifier les trucs de ce côté-là, on va essayer de compléter, de vous aider à mailler aussi de ce côté-là. Donc, si on vient aux questions des 7 critères, pourquoi on parle de 7 critères d'innovation aujourd'hui ou 7 critères essentiels à maîtriser? C'est parce qu'en 2024, on a analysé certains resserrements, on a constaté ça au niveau du MIA puis de l'entourage du programme partenariat.
Donc, il y a un certain nombre qui est quand même assez significatif de projets, sans prendre panique, là, qui ont été carrément mis un peu sur la voie d'accotement pour être redéposés, parce que justement, les 7 critères qu'on vous parle aujourd'hui sont hyper importants à maîtriser. Donc, dans les 7 que vous voyez à l'écran actuellement, je soulignerai notamment le niveau d'innovation, l'impact structurant, la solidité du partenariat. 3 éléments qui sont disons, qui ont eu le plus d'impact dans ce qu'on a analysé sur 24 projets à peu près que j'ai fait le tour en 2024. Donc, le premier, le niveau d'innovation, ce qu'il faut saisir, c'est que le niveau d'innovation peut paraître bien simple à prime abord, mais quand on regarde un peu plus à fond, il y a beaucoup de mélange qui est fait parce qu'on parle d'IA naturellement dans un projet partenariat, mais ça ne veut pas dire que l'innovation, le niveau d'innovation est directement lié à la partie intelligence artificielle, absolument. Je vais juste fermer ça. Donc, le niveau d'innovation, c'est quoi dans un premier temps, juste pour mettre ça clair? Donc, on parle du contexte où on peut avoir de la nouveauté, de la complexité, une valeur ajoutée tangible et un progrès par rapport à l'état d'art. Donc, c'est assez classique comme définition, mais il faut aussi considérer que ça peut s'appliquer tant du côté de l'IA dans un programme partenariat que du côté sectoriel. Donc, on peut avoir un groupe avec 2 entreprises, par exemple, une qui est plus sectorielle, l'autre qui est milieu preneur, dans le fond, et l'autre qui est plus technologique au développement. Les 2 sont admissibles, mais les 2 doivent avoir un avancement sur les 4 critères que je viens juste de mentionner. Donc, ça, c'est un point essentiel à maîtriser. Il faut faire la démonstration claire et nette qu'il y a un avancement, donc qu'il y a une espèce de saut, un palier qui est fait, qui vous donne un nouvel avantage concurrentiel à tous les 2. Le deuxième point, c'est la contribution R&D significative. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, on parle de R&D, un programme de R&D. Le point qui est à souligner, c'est que dans un programme partenariat, c'est un programme qui est très généreux. Donc, on peut admettre une multitude de frais qui, normalement, aux yeux, exemple, de la RSCDE, des crédits d'impôt, ne seraient pas admissibles. Donc, on parle de veille, on parle de faire de l'industrialisation à un certain niveau, de la préparation de certification. Ça, normalement, ça ne rentre pas dans des cadres de R&D. Donc, ce qu'on veut voir dans un projet partenariat, c'est au moins 50%, si vous faites un gain d'activités qui seraient retrouvables dans ce qui est admissible en RSDE. Donc, avec ça, on peut se dire, OK, on a un projet partenariat. Puis ça veut dire qu'il y a 2 entreprises, les 2 ont une certaine contribution en activité R&D. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment important. Troisième point, impact structurant. Donc, l'impact structurant, à prime abord, on peut penser que l'impact vise les 2 entreprises, s'il y en a 2 ou plus, les N entreprises, mais dans le contexte actuel où on sort d'une pandémie, où on est dans une situation, disons, politique, qui amène un peu d'instabilité au niveau économique aussi. Ce qui est la mission ou la vision globale, c'est d'avoir une vision qui est plus holistique de votre projet. Donc, par holistique, on veut dire qu'on veut que vous ayez une vision sur l'impact de chacune des entreprises, mais aussi que le milieu preneur soit au cœur de votre projet. Donc, c'est quoi l'impact sur le milieu preneur? Pour qui vous faites le projet? Puis, dans le meilleur des cas, est-ce que vous impliquez aussi l'écosystème innovant? Par exemple, aujourd'hui, le crime ou des étudiants, etc., ce qui fait en sorte qu'on a une résilience et une structure importante au niveau de capacité d'appui et de création de relève qui va vous aider, etc. Donc, dépasser le cadre juste du Québec, du Canada, des États-Unis, c'est encore mieux. Donc, on a parlé du milieu preneur, c'était très important. L'autre point, c'est gestion des incertitudes, des risques et des responsabilités. Bon. Quand on fait de la gestion de projet, il y a beaucoup des principes qui sont maîtrisés par tout le monde naturellement. Mais le point que je vous inviterai à regarder dans un premier temps est de s'assurer que lorsque vous avez des acquis, vous avez des bases de données, des expériences passées que vous avez faites, parlez-en, parce que si vous mettez un temps de projet, disons, de 12 mois, alors que la normale qui n'aurait pas fait ces travaux-là, ça leur prendrait peut-être 24, 36 mois et peut-être plus. Aux yeux des évaluateurs, vous pouvez vous mettre dans une position plus sensible. Donc, la communication est vraiment importante de ce que vous avez comme outil, comme connaissance, etc., a priori, avant de rentrer dans un projet et de vous mettre dans les yeux d'évaluateurs qui doivent comprendre avec quoi vous travaillez pour rentrer dans des délais avec un impact. Ça, c'est le premier volet de cette question-là.
Le deuxième volet, c'est la portion qu'on appellerait de la gestion de l'IA explicable et responsable, qui est un enjeu majeur et maintenant qui est incontournable. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de bien comprendre, bien maîtriser ce qu'il faut démontrer dans un cadre d'IA explicable ou responsable, c'est là quelque part que les gens d'Ivado, les programmes que le crime propose, vont pouvoir vous permettre d'encadrer tout le processus et vous assurer tant tel que vous avez prévu toutes les activités nécessaires et toute une bonne communication pour faire comprendre que votre projet, justement, en tient compte. Parce que le gouvernement, maintenant, est obligé de tenir compte de ces éléments-là dans son cadre, etc. Donc, on peut parler dans ce cadre-là, justement, de transparence, ça c'est une chose, mais aussi de l'évaluation des risques liés à un usage détourné de votre technologie, des systèmes critiques. Y a-t-il un impact là-dessus? Ou est-ce que ça a un impact sur les populations ou sur l'intérêt public? Ou enfin sur les groupes vulnérables? Donc, ce sont tous des points qui sont à considérer lorsque vous faites un montage et pour lesquels on va, toutes les trois organisations, vous encadrer avec grand plaisir. Cinquième point. On en a parlé un petit peu précédemment, mais la compréhension avancée de la pertinence commerciale et concurrentielle. Pourquoi on parle de ça maintenant? C'est parce que dans énormément de cas, on a constaté qu'il n'y avait pas de quantification de votre proposition. Donc, être capable de dire, oui, j'ai de la concurrence, ça a été validé, ça ne se peut pas avoir zéro concurrence. Donc, il y en a tout le temps une certaine concurrence incontournable, etc. Est-ce qu'on l'a quantifié? Est-ce qu'on est allé voir un expert qui contrevalide ce qu'on affirme? Est-ce qu'on a quantifié notre potentiel commercial, etc., etc.? C'est un énorme problème parce qu'il faut se mettre à la place des gens du gouvernement présentement. Ils doivent se mettre dans une posture où on va maximiser les chances d'avoir des impacts concrets. Donc, sans toutes ces évaluations-là, ça n'inspire pas totalement confiance. Génération de propriété intellectuelle. Bon, on parle de propriété intellectuelle, le premier regard des gens, lorsqu'on mentionne ces deux mots-là, ou ces deux lettres-là, PI, c'est de parler de brevet. C'est vrai, d'une partie, c'est qu'on parle d'un cadre traditionnel, mais dans le cadre d'un projet d'intelligence artificielle, il faut comprendre en tant que tel que la propriété intellectuelle peut se retrouver sur énormément de formes qui sont tout aussi acceptables et valorisées. Puis c'est probablement plus probable que vous allez retrouver. Exemple, lorsque vous développez des outils, des services, des technologies, lorsque vous travaillez en mode secret industriel ou savoir-faire tout court, lorsque vous travaillez à développer des méthodes ou des modèles innovants, ce sont tous des formes de propriété, toutes des formes de propriété intellectuelle qui sont valides aux yeux de partenariat. Donc, parlez-en. C'est vraiment important de bien soutenir le fait que tout n'est pas lié, vraiment pas à la forme légale de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les brevets. Enfin, finalement, la solidité du partenariat des entreprises privées. Pourquoi je parle des entreprises privées? C'est bon, naturellement, tous les partenaires académiques, etc., font partie du montage. Mais ce qu'on va regarder dans le premier lieu, c'est est-ce que les entreprises privées qui forment le duo, le trio, etc., le groupe d'entreprises sont complémentaires? Est-ce qu'ils ont une implication dans un projet? Est-ce qu'ils ont des activités R&D? Est-ce que, exemple, j'ai une entreprise A qui est plus technologique, qui fait beaucoup d'R&D dans le projet, une entreprise B qui est plus sectorielle, mais qui ne répond qu'à des questions ou essaie ce qui est fait par la compagnie A. Il ne faut pas que c'est une relation client-fournisseur. Parce que dans une relation désirée, il faut que les deux compagnies aient un certain niveau, ça ne veut pas dire le même niveau, d'implication en termes d'activité R&D. Que les activités soient sectorielles, exemple dans la compagnie qui serait sectorielle, ou technologique, si c'est une compagnie qui est plus en développement type IA. Donc, c'est vraiment important. Puis, si vous avez de la misère un peu à cadrer tous ces préceptes-là, c'est très, très simple à faire avec notre aide à toutes les trois organisations. On va vous rendre la vie très, très facile sur ces points-là. C'est juste que vous devez en tenir compte que c'est important à adresser en préparation ou en montage de votre proposition. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Donc très important. Donc c'est 7 points pour le partenariat, donc le dépôt du partenariat du 15 avril 2025. Donc si on doit retenir quelques grandes lignes, donc une bonne solidité du partenariat, des analyses de besoins réels du marché avec une analyse de la concurrence et de ce qu'on va avoir, une IA explicable et responsable, un impact de projet démontré, et évidemment des risques technologiques associés. Est-ce que c'est bien résumé? Parfait. Merci beaucoup.
Et ben écoutez, on va continuer dans cette route du 15 avril avec une feuille de route de ce qu'on doit faire si on veut faire un dépôt pour le 15 avril 2025. Donc félicitations, vous êtes à la première étape aujourd'hui, vous assistez donc à ce webinaire IA que nous faisons aujourd'hui. La prochaine étape, effectivement, ça va être à la fin de ce webinaire. Vous aurez la possibilité de scanner un QR code directement dans la présentation qui nous permettra de vous recontacter et où vous aurez la possibilité de montrer ce que vous voulez faire pendant votre projet. La suite, ça sera via le CRIM. On aura la possibilité de vous accompagner sur 2 types de parcours. Parcours activation IA, qui permet donc de faire passer votre PME à l'intelligence artificielle, donc à travers un mentorat attribué avec 2 autres de nos partenaires. J'y reviendrai à la fin de la présentation. Ou alors, si votre projet est déjà identifié, on aura la possibilité d'avancer sur un numéria 1, sur une structuration du cas d'usage et une exploitation de ce cas d'usage. L'objectif ici, ça va être d'identifier et de répondre à des questions techniques pour vous aider à trouver le sujet le plus pertinent par rapport à votre problématique métier et qui pourra être identifiable au vu des critères que Stéphane a évoqués auparavant pour le dépôt du 15 avril. La suite, donc ça, c'est un mandat de 14 heures pour cette première partie. La suite, effectivement, ça va être un rendez-vous d'alliance intelligente. L'objectif ici, ça va être de faire du maillage de partenaires pendant une session, de discuter avec les partenaires industriels, avec des cas d'usage qui vont maximiser vos chances de réussite pour un dépôt au 15 avril. On va mettre à disposition pour la suite des entreprises qui collaboreront sur ce type d'appel à projet un expert juridique qui aura la possibilité de vous aider à définir une convention de partage de propriété intellectuelle. Donc, ça va passer par évidemment du partage de propriété intellectuelle, par des contrats de licence et de manière générale répondre à toutes les questions juridiques qui pourront se poser pour un dépôt du 15 avril. À la suite de ça, donc on aura vu dans le numérien comment structurer un cas d'usage, quels sont les enjeux les plus pertinents vis-à-vis de votre projet. Le numéria 3 permettra de faire une analyse préalable des données, une analyse quantitative et qualitative. C'est-à-dire qu'on va dérisquer les données. On va regarder ensemble, faire une analyse préalable de vos données et s'assurer que les données sont pertinentes, utilisables et fiables pour le démarrage d'un projet et d'une offre de service avec le CRIM. La suite, donc une rédaction d'offre de service R&D. Ici, on va s'assurer effectivement de rédiger une offre de service donc conséquente et complète. Une offre de service au CRIM, c'est au moins 20 pages. Ça comprend des définitions de jalons, une idée, donc une budgétisation du projet, des incertitudes. Des enjeux de données. Donc, ça va comprendre en fait tous les éléments qu'on va pouvoir retrouver, qu'on va souhaiter retrouver pour un dépôt de projet au 15 avril. Et la suite, évidemment, un dépôt auprès d'un des RSRI, donc en l'occurrence ici, Prompt, au 15 avril maximum pour que ça puisse s'intégrer effectivement dans le cadre de ce projet de dépôt partenariat avril 2025. Je vais vous donner maintenant 2 cas d'usage qui pourraient être existants, qui sont même existants dans le cadre effectivement d'un partage de propriété intellectuelle ou alors d'une collaboration entre un RSRI, entre une entreprise, entre 2 entreprises, le CRIM. L'objectif ici, donc, ça serait une entreprise de conseil qui va vouloir collaborer avec un manufacturier dans le cadre donc du développement de projets de plateformes intelligentes pour l'optimisation des interventions techniques en milieu manufacturier. Donc, c'est une entreprise, une grosse PME québécoise qui intervient dans le domaine du manufacturier et qui a un système de production qui est qui est un petit peu à l'ancienne, il y a beaucoup d'éléments qui sont faits à la main, il y a peu d'informatisation, il y a peu de digitalisation sur ces process et la société de conseil est mandatée pour faire évoluer ce projet. Le problème, c'est qu'ils vont vouloir intégrer donc un moteur de recommandation IA, donc pour automatiser la planification des interventions et cette compétence, ils l'ont peu en interne.
Ils l'ont peu en interne et donc de ce fait, ils ont fait appel au CRIM pour qu'on puisse les accompagner sur ce moteur de recommandation. Dans ce cadre ici, ils font appel à Prompt donc pour qu'ils puissent valider les aides financières donc disponibles pour ce projet d'automatisation et de moteur de recommandation IA. Ce moteur de recommandation, donc il avait 3 objectifs. Étudier l'état des équipements et des infrastructures, donc pour analyser les pannes et la maintenance prédictive des équipements. De définir la disponibilité et la compétence des techniciens par rapport aux horaires, leur qualification et la proximité par rapport aux machines. Et les priorités métiers et contraintes opérationnelles, donc savoir quelles sont les urgences, quels sont les impacts financiers de la production, quel type de production est en cours, à quelle saison on est, donc définir tous ces enjeux. Ils ont du coup porté le projet. Ils ont fait appel au CRIM pour le développement de cette approche technique en intelligence artificielle. Et les bénéfices, ils sont assez nombreux, hein, puisque évidemment le succès, le projet c'est une réussite. Ils ont réussi à réduire les délais d'intervention, des améliorations de la productivité, des décisions plus éclairées pour les opérations. L'entreprise en question de conseil a pu monter en compétences grâce au CRIM sur ces enjeux en intelligence artificielle. Elle a pu bénéficier de conseils éclairés de Prompt par rapport au meilleur financement et donc c'est une relation gagnant-gagnant puisque le manufacturier a un meilleur système, l'entreprise de conseil a gagné le marché, a gagné la confiance du manufacturier et pourra refaire d'autres projets avec lui et elle a monté en compétences aussi à travers l'expertise du CRIM. Un deuxième cadre ici, effectivement, de collaboration qui est possible. Alors, pas dans le cadre d'un partenariat ici, mais vraiment plus sur une relation de développement avec CRIM et Prompt. L'objectif ici, donc, développer une offre de service SaaS donc pour commercialiser une idée. La société de conseil, elle développe un SaaS donc qui peut être développé tout en maintenant donc les opérations de cette entreprise et bénéficier de l'expertise du CRIM pour assister à la R&D. Ici, l'objectif, c'est que l'entreprise, elle souhaite développer un SaaS à partir d'intelligence artificielle. La problématique, c'est qu'elle n'a pas 400, 500, 600 ressources. C'est une PME, donc elle doit quand même honorer ses projets en cours et s'assurer que les opérations régulières, elles sont en fonctionnement tout en développant une partie R&D. Donc, c'est pour ça qu'elle fait appel au CRIM, donc pour l'assister sur l'aspect R&D en intelligence artificielle, pour avoir une connaissance des technologies existantes. Et Prompt va pouvoir l'aider donc sur les aides financières sur ce projet. Donc, les objectifs de la plateforme, ils sont assez simples, hein, concevoir et développer une plateforme SaaS, valider la faisabilité technique et la scalabilité, donc à travers effectivement l'expertise du CRIM, de pouvoir être capable de dire est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est scalable, est-ce que mon modèle, je vais pouvoir le commercialiser, est-ce que je vais gagner de l'argent et évidemment, minimiser l'impact sur les opérations internes et m'assurer que mes projets en cours, mes livrables, ils vont être effectués et que mes autres clients réguliers vont pouvoir être livrés à temps. Les bénéfices ici aussi assez nombreux. Donc évidemment, ça a permis donc de réduire le temps de mise en marché du SaaS, puisque ils ont pu faire appel à l'externalisation de leurs ressources conjointement avec les gens qu'ils avaient en interne. Donc ils ont pu gagner du temps. Les équipes internes qui étaient dédiées au projet en cours ont pu se concentrer sur le projet en cours et n'ont pas été concernées par cet enjeu de SaaS. Et la validité technique en amont donc a fait que nous avons pu le CRIM assurer la scalabilité, la robustesse du produit donc grâce au dérisquage. Et ce SaaS permet à ces entreprises, à cette entreprise en l'occurrence, d'accéder à des nouvelles opportunités commerciales puisque elle était sur une activité de conseil et elle peut maintenant prétendre à se positionner sur le marché du SaaS. Donc voilà deux exemples qui sont possibles de collaboration dans le cadre d'un partenariat, de collaboration entre nos organisations et de ce que ça peut donner effectivement une collaboration au quotidien. Je vais vous parler maintenant de 2 programmes dont j'ai parlé auparavant, donc Activation IA et Numeria. Activation IA, c'est un programme effectivement qui répond à un besoin qui est l'IA est considérée au niveau technique mais peu au niveau stratégique.
C'est-à-dire que l'IA va émaner d'un département de R&D, va émaner d'un département de technologie, mais quand il s'agit de passer dans une problématique vraiment plus exécutive, avec un board, avec un CEO, on a du mal à faire passer de l'idée au projet. Ici, on a donc développé un programme avec nos partenaires, donc Asai, Technologia et Technocompétences, pour développer 70 heures de travail sur 12 semaines sous forme de mentorat personnalisé, d'exercices pratiques, pour permettre justement de faire passer la PME à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un parcours qui a été développé pour 2 personnes, un technique et un gestionnaire, et on alterne donc du travail individuel, du travail de groupe, des travaux dirigés, des exercices pratiques, et du mentorat. L'objectif, donc, c'est de présenter un cas d'usage structuré en IA à un jury de financeurs de projet, et nos amis de Prompt, justement, font partie de ce jury. Et le deuxième programme, Numeria. Numeria, ici, c'est un programme qui répond à un besoin, donc de comment passer ici de l'idée au projet une fois qu'on a défini un besoin, qu'on a trouvé un besoin, on va pouvoir répondre en 3 axes au dérisquage de ce projet en intelligence artificielle. Un premier axe, donc, qui est l'exploration et la structuration d'un cas d'usage. Donc, c'est ce qu'on va vous permettre de faire dans le cadre, effectivement, d'un dépôt de projet au partenariat. Dans un premier temps, on va structurer un besoin, trouver des problématiques et prioriser les différents cas d'usage en intelligence artificielle. Deuxième axe, de mentorat personnalisé. Ici, c'est un programme de 17 semaines à raison de 3 heures par semaine en one-to-one avec un de nos experts du crime. On va pouvoir ici vous accompagner sur des enjeux techniques et permettre aux équipes techniques de monter en compétence sur des sujets. Et un dernier axe, une analyse préalable des données. Un programme ici de 42 heures maximum pendant lequel on va accompagner votre problématique, on va dérisquer, analyser préalablement vos données, dérisquer ces données pour s'assurer que vous puissiez démarrer un projet dans les meilleures conditions avec les données que vous avez en cours. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur Numeria, sur Activation IA, je me ferai un plaisir d'y répondre. On arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Je vois qu'il y a quelques questions, donc je vais profiter on va en profiter pour y répondre. Alors, comment définissez-vous l'IA dans votre contexte? Est-ce limité à l'IA générative ou les algos de deep learning? Est-ce que l'apprentissage automatique, machine learning est inclus dans votre définition? Oui, absolument, effectivement, l'intelligence artificielle au crime est globale, donc on va mettre derrière l'intelligence artificielle tout ce qui est toute action qui peut être automatisée à travers des machines, toute action humaine qui peut être automatisée à travers des machines. Donc évidemment, l'IA générative en fait partie, le deep learning en fait partie, on va intégrer de la parole, du texte, de la vision, de la science des données. Peut-être un petit point pour ajouter ce point-là, parce que les gens ne se rendent pas compte comment c'est large la définition de IA dans le cadre de partenariat. Si on parle de partenariat, naturellement, ça part de la recherche opérationnelle jusqu'à tout ce que tu as mentionné. Donc, c'est très, très large. Exactement. Donc effectivement, l'IA fait partie de notre vocabulaire maintenant, mais donc on intègre effectivement beaucoup de choses en intelligence artificielle. Le mieux, c'est de venir en discuter avec nous pour voir comment vous accompagner. Merci pour le partage et webinaire. Merci à vous pour la question. Quels sont les critères d'admissibilité des entreprises pour déposer une demande le 15 avril, année d'existence, taille et chiffre d'affaires? Est-ce que vous voulez répondre, messieurs? Moi, je pourrais dire que la première chose qui limite dans tous les projets, que ce soit partenariat ou autre, c'est la capacité financière ou la solidité financière. On ne verse pas des sommes en avance. Il faut que vous soyez capable de démontrer votre capacité à des remboursements de dépenses qui se font normalement au trimestre. Donc, si on fait un projet d'1 million, OK, même si Prompt va aller à 35 de remboursement, mettons, on faisait simple, ça fait 100 000 de dépenses par année. Pendant 3 mois, c'est 300 000, mettons 4 mois, 400 000 que vous devez avoir de votre côté pour rouler le projet ensemble entre les partenaires. Là.
Si vous n'êtes pas capable de démontrer dans vos flux monétaires d'opération cet argent-là dégagé, ou si vous n'avez pas des sources de revenus autres qui vous permettent d'aller là, ben ça va être un bloquant. On vous met dans le trouble de vous de vous obtenir une subvention. Donc, il faut vraiment montrer ça. Deuxièmement, il faut être capable de démontrer la capacité de collaborer ensemble, mais aussi de commercialiser la dite solution, parce qu'on parle des retombées. Ça va être quoi les retombées? Oui, ça peut être les retombées par les parties prenantes, qui est une des entreprises, mais les retombées à long terme au Québec, ben, ces investissements-là qui sont là, ils sont là pour générer quelque chose dans le futur. Donc, ça, c'est deux bloquants qu'on revoit souvent, là. Donc, la solidité, quand on parlait de la solidité des partenaires, là, c'est la capacité financière et la capacité d'exécution. Puis, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous déposez au 15 avril que vous allez avoir une réponse dans la semaine après, là. C'est minimum, avant d'avoir une entente financière proposée, on parle de 6 à 8 mois avant qu'on vous donne le go de faire le projet. Puis, on ne peut pas reculer dans les dépenses passées. Il faut que le projet soit dans le futur. Donc, il faut que votre entente de partenariat soit conçue en disant, est-ce que j'ai mes équipes de libre pour un projet que je vais faire dans 8 mois ou dans 1 an? Okay? C'est plus facile de projeter des dates de départ plus loin que plus tôt. Est-ce que tu as des choses à ajouter de ton côté, Stéphane? En fait, je pense que quelque part, c'est bien cadré. Peut-être une petite subtilité que tu parles d'aller dans le futur, c'est totalement vrai. Peut-être un point, c'est que si jamais il y a des gens qui veulent démarrer, prendre le risque de démarrer quand même le projet, c'est un des rares projets que dès le dépôt d'une demande, s'ils veulent prendre le risque qu'il ne soit pas accepté et pas supporté, ils peuvent. Oui, je te contredirai pas, là, mais moi, ce n'est pas la recommandation que je fais aux entreprises. Parce que si votre projet est refusé, ouais, vous êtes. Fait que moi, ce que je recommande, étant été propriétaire d'entreprise, travailler avec quelque chose que vous avez et non quelque chose que vous n'avez pas. Totalement. Donc, on peut toujours prendre le risque et dire, ben, je le fais pareil, le projet, parce que si je fais le projet, j'ai 100 millions de ventes, puis que je vais en tirer 10 millions par année, vous n'avez pas besoin de subvention, tu sais, mais ça sera un boni, la subvention. Mais si c'est crucial, le montage financier dépend de la subvention, avant, ne faites pas l'aventure de commencer avant, puis de faire tomber le projet parce que finalement, vous n'avez pas les sommes qui rentrent. Là, vous avez perdu du temps, puis les accompagnateurs ont perdu du temps. Donc, l'idée, là, c'est qu'on vous dit, c'est pas une lettre à la poste. Il y a un travail, il y a une rigueur. C'est vos taxes à vous, c'est nos taxes communes qui est mis au besoin. Puis si on ne finance pas un bon projet, ben on empêche un bon projet d'être financé. Donc, regardez cet esprit-là. Là. On est là pour vous aider à démarrer des projets d'innovation utilisant les AI, mais il y a des limitations à ce qu'on peut faire. Et puis, j'aime mieux vous donner leur juste que vous de faire mettre des lunettes roses. Totalement. Peut-être souligner que vous avez 3 organisations devant vous. C'est 3 séries de réseaux de contacts aussi que vous pouvez valoriser. Donc, autant au crime, au PROMP, toutes les RSRI, IVADO. Juste nous, du côté IVADO, on a 140 membres qui sont autant du gouvernemental, du municipal, etc. Donc, si vous avez besoin de milieu preneurs, c'est une autre manière d'avoir accès aussi. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter tous les 3. Dans ce cadre-là, c'est bien souvent, on peut partir avec une entreprise. Pour avril, c'est un peu tard. C'est juste à une entreprise. Mais si vous voulez partir un projet, par exemple, pour octobre, vous avez juste une entreprise, on a amplement de temps pour vous aider à mailler puis trouver tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. C'est même possible d'aller chercher une association manufacturière ou une association de secteur. Les autres secteurs, en fait, compte qu'on ne peut pas soutenir, là, c'est du gouvernemental, du paragouvernemental, du municipal. Tout ce qui est gouvernemental, on ne peut pas faire du double dipping. Donc, tout ce qui est en dehors de ça peut faire être partie prenante du projet. Et je rajouterais effectivement pour le 15 avril, dans notre parcours, il y a quand même aussi des ateliers de maillage où on est là aussi pour vous accompagner, pour aller trouver les bons partenaires d'ici le 15 avril. Donc tout est encore possible effectivement pour ce dépôt. Donc pour répondre à la startup, là, dans le fond, c'est la même chose. La startup, dans le fond, c'est votre défi. C'est vraiment de trouver le partenaire qui va combler parce que vous devez mettre de l'argent sur la table. Donc, comme startup, c'est l'enjeu de trouver de l'argent sur la table à mettre en contrepartie. C'est votre défi. Ce n'est pas une limitation, c'est vraiment la capacité financière qui est le premier bloquant.
Pouvez-vous mieux définir entreprise conseil dans le deuxième cas d'usage? Donc, en l'occurrence, une entreprise qui offre des services à des entreprises sur des compétences spécifiques, en l'occurrence des compétences techniques dans le domaine manufacturier et qui voulait développer un SaaS à la destination des manufacturiers. Est-ce qu'une PME qui veut développer un SaaS avec le financement de Prompt doit absolument travailler avec un tiers pour le côté développement? Est-il possible de former une équipe interne à la place qui va faire le développement de logiciels? Ghislain? Bonne question, ça dépend du programme. Donc, dans le cas du partenariat, non, ça le dit partenaire, ça l'oblige au minimum 2 partenaires d'affaires, OK? Si on parle d'un programme comme le CIPEM, ben oui, là, ça peut être une entreprise technologique qui veut développer à l'interne une solution de soutien au manufacturier, c'est possible, mais ça, c'est vraiment des critères par programme. Dans le cas des innovations collaboratives, ben là, c'est vraiment l'équipe académique qui fait le travail. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Si je prends d'autres programmes comme cybersécurité, développement d'innovation en cybersécurité, c'est un projet de développement d'innovation au minimum une entreprise. D'autres programmes, comme c'est du cas par cas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faudrait vous nous parler de votre projet. Donc, c'est quoi les besoins que vous voulez couvrir? Est-ce que c'est des besoins d'expertise? C'est des besoins en financement? C'est quoi la fenêtre de temps? Et puis, nous, on va vous dire qu'est-ce qui est disponible chez Prompt pour à travers les RSRI, puis qu'est-ce qui est disponible chez d'autres partenaires aussi, en amont ou en aval de ce qui peut se faire chez Prompt. Une autre question que je viens de voir arriver, quels sont les frais pour l'accompagnement? Est-ce que tout l'accompagnement est obligatoire dans le cadre du partenariat? Donc le parcours effectivement qu'on met à disposition du Numéria 1 jusqu'à la rédaction de l'offre de service, on l'a estimé à 13 jours personne au crime, à savoir à peu près 20 000 pièces. On est capable de soutenir à hauteur de 8 000 pièces cet accompagnement et que vous ayez donc un reste à payer pour ces 13 jours de travail de 12 000 $. C'est un accompagnement qui est complet et qui permet effectivement de vous aider à identifier le besoin jusqu'à la rédaction de l'offre de service. Est-ce que tout l'accompagnement est obligatoire? Oui, parce qu'en fait, c'est un accompagnement complet. On va partir du cas d'usage. On va vous aider effectivement à dérisquer la donnée. Et pour avoir une bonne connaissance de la donnée, il faut qu'on ait pu comprendre et analyser et prioriser les différents cas d'usage, qu'on puisse rédiger l'offre de service. Donc, c'est effectivement un engagement complet qui vous permet d'aller jusqu'à la rédaction de l'offre de service. Je vais ajouter quelque chose. Je vais parler en termes d'entrepreneurs, là. Les projets qui n'ont pas fait cette démarche-là, ils n'ont pas passé. Les projets qui ont fait cette démarche-là, on est à un taux très élevé d'approbation. C'est vraiment une démarche parce que vous, quand vous avez votre projet, vous avez vu les arbres entre eux. Nous, on va être capable, avec cette démarche-là, de voir la forêt et les arbres. Donc, vous pouvez vous entêter à le faire. En septembre 2023, il y a eu 200 projets de déposés directement par les conseils d'investissement Québec. À l'époque, il y avait 5 dates de dépôt, là, un peu comme partenariat, puis il y en avait 2 RSRI, ce qui faisait 5 dates au total. Et les projets qui ne faisaient pas cette démarche-là, ben, en l'entrée, ils ont tous été refusés. Donc, vous avez passé du temps à rédiger et à déposer des demandes pour absolument rien. En passant par cette démarche-là, ben, la qualité a monté. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on a fait que 2 dates années. On a mis en joint les expertises d'Ivado et du crime pour s'assurer que vous aviez des projets qui allaient être soutenus par le MEIA et qui ont de la valeur. Donc, c'est mieux de travailler en amont comme ça que de travailler pour rien. C'est mon message. Est-ce que les sessions de maillage sont réservées uniquement à ceux qui sont sûrs de déposer la demande ou ouvertes pour tous? Comment en être informé? En nous contactant, tout simplement. Effectivement, on vous donnera les informations. Les sessions de maillage, dans le cadre de ce partenariat, effectivement, seront réservées à ceux qui font les demandes. En revanche, moi, mon rôle en tant que conseiller affaires et partenariat, et notre rôle à tous, c'est de mettre en lien des entreprises pour la réussite de projets, dans le cadre de l'innovation au Québec. Donc évidemment, si vous avez des idées de projets et que vous souhaitez les mettre en place, que vous souhaitez trouver des partenaires, que vous souhaitez être aiguillé, il n'y aura aucun problème pour nous contacter, pour qu'on puisse faire les introductions, pour qu'on puisse réfléchir à des stratégies. Donc on reste une OBNL, on est des OBNL, donc on est là pour que ça fonctionne et pour pouvoir faire des maillages qui fonctionnent. Donc aucun souci pour ça.
Bon, il n'y a pas de souci. Dans le fond, Stéphane disait qu'il y avait 140 membres. Prompt, on a plus de 10 000 technologues, on a plus de 5 000 organisations, entreprises diverses qui ont des besoins ou qui veulent contribuer. Donc, dans le fond, dans une rencontre, on pourra savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous offrez comme expertise. Encore là, la fenêtre de temps, une idée générale du projet. Puis à ce moment-là, on peut faire des appels à mariage ou de trouver des partenaires à mariage là, dans une démarche dans laquelle on peut vous mettre ensemble. Puis par la suite, on ne fait pas de référencement direct, là, mais il y a une démarche de mariage de façon anonyme pour s'assurer que tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. Et on n'est pas partie prenante du mariage. Donc, on n'est pas inclus, on ne demande pas de pays, on ne demande pas, on n'est pas là pour être partie prenante. Vous devez vous organiser ensemble et là, à ce moment-là, revenir avec les critères pour aller avec les différentes enveloppes aux aides financières qui seront disponibles au moment où vous allez être prêt. Parfait. Merci beaucoup à tous. Je vais passer effectivement sur cette page. Donc, pour que vous puissiez scanner ce formulaire pour qu'on puisse vous recontacter, ça fera plaisir. N'hésitez pas à nous contacter aussi par les réseaux sur LinkedIn ou alors par courriel. Ça nous fera plaisir de vous revenir. Messieurs, un petit mot pour terminer peut-être. Tout a été dit. Tout a été bien dit. Parfait. Parfait. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous et puis à très vite pour la suite.